Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la thématique du moment, à savoir les UVK1, les UVK5 en version 3 et également les UVK5 en version 2. Alors je vais commencer d'ailleurs par ça parce que j'ai pas vu passer l'information sur les réseaux sociaux, en tout cas francophones, mais elle circule déjà depuis 2-3 jours sur les réseaux sociaux anglophones. D'ailleurs, je suis intervenu parce que la première personne qui a lâché l'info s'est fait un peu lyncher, alors que ce qu'il donnait comme information était tout à fait exact. Sachez que le firmware F4HWN est désormais fonctionnel sur les Quansheng UVK5 en version 2, donc ceux à base de PY32 F030. Alors ce travail a été réalisé sans surprise par Vincent Muscaer, que je salue d'ailleurs au passage et que je remercie à nouveau pour son travail et son implication. Donc Vincent avait, vous le savez, déjà fait un portage du firmware d'origine du Altakion, par qui tout a commencé. Et du coup, ça a été une formalité pour lui, puisqu'il avait déjà les librairies en couche basse, de porter le firmware F4HWN sur cette version 2 de l'UVK5. Alors, je le précise tout de même, il y a quelques légères différences entre les différentes éditions disponibles sur cette version 2 et les éditions que vous connaissiez pour la version 1. Je vous explique pourquoi. Il faut comprendre que dans l'histoire, on a quand même changé de microcontrôleur. On est passé du DP32G030 au PY32F030, c'est pas la même architecture technique. Et donc lorsque on fait ce qu'on appelle l'étape de compilation, c'est-à-dire on va convertir du code en C ou en C++ vers un code binaire exécutable par le microcontrôleur, ces deux microcontrôleurs ont des différences et ne parlent pas tout à fait le même langage. Donc le code binaire est différent. Et donc au niveau de la compilation, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez tout un tas de problématiques d'optimisation, d'alignement, etc. qui font que, à fonctionnalité constante, un firmware peut être plus ou moins volumineux en fonction qu'il est compilé pour un DP32G030 version 1 ou un PY32F030 version 2. Donc Vincent a été obligé de faire quelques petits arbitrages et supprimer certaines fonctionnalités secondaires sur les différentes éditions. Bon. Pour vous donner une analogie avec un monde qui vous parlera peut-être un peu plus, vous avez probablement tous un jour ouvert un mode d'emploi qui était en multilingue. Bon, bah, si vous regardez euh, le nombre de caractères employés pour expliquer quelque chose, par exemple en anglais, et que vous comptez le même nombre de caractères pour la correspondance en français ou en italien ou en espagnol, bah, vous ne trouverez pas exactement le même nombre de caractères, parce que quand vous passez d'une langue à une autre, les mots sont plus ou moins longs, les expressions et les tournures sont différentes, ce qui fait que un même texte qui va vouloir diffuser la même information sera plus ou moins long en fonction de telle ou telle langue. Donc ça c'est pour vous donner une analogie avec le monde un peu réel que l'on connaît tous. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait eu besoin de faire ces compromis. Alors comment on fait concrètement pour installer F4HWN sur une version 2? Eh ben, on va regarder ça ensemble. Donc il suffit tout simplement que vous alliez sur le dépôt GitHub donc de Vincent, de Muscaer, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un fork de F4HWN. Je vous encourage vivement à aller lire dans la section Release ici les différentes informations et la note qu'il a pris le temps de rédiger. C'est en anglais, mais en gros, il précise bien que c'est pour la version 2. Hein. Et il précise également un certain nombre d'arbitrages, de compromis qu'il a dû faire. Alors, je vous le résume. La version Broadcast et la version Rescue Ops sont à périmètre constant avec ce qui tourne actuellement sur les versions 1. Pour l'édition Game, vous n'avez plus le support de AirCopy. Pour l'édition Bandscope, vous n'avez plus le support du K5 Viewer. Et pour l'édition basique, il a supprimé un certain nombre de choses, donc on ne peut plus inverser l'écran, on ne peut plus avoir accès au mode narrower, donc qui permettait d'avoir quelque chose d'encore plus étroit que le mode narrow.
Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'il a également supprimé le support du small bold et du enable custom menu layout. Il faudra voir si ça n'a pas d'implication, mais je pense que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà pour les petites différences. Alors, vous allez tout simplement dans le répertoire archive underscore v2, et là vous allez trouver donc du coup toutes les versions. Vous prenez les versions paquets si vous utilisez le flasher en ligne à base de Chrome. Sinon, avec d'autres flashers, vous pouvez peut-être utiliser juste le .bin, mais vous êtes habitué à prendre des versions packet.bin, donc prenez packet.bin. Donc je rappelle, vous cliquez ici et vous cliquez sur la petite flèche ici, download raw file, et ensuite vous basculez donc sur UV Tools et vous flashez. Ce que je peux vous dire également, d'après les retours que j'ai également, c'est que Chirp fonctionne, le driver Chirp en version 4.2 fonctionne également. Alors, je précise une chose, je ne ferai pas de maintenance sur cette version pour plusieurs raisons. 1, j'ai pas le temps. 2, je n'ai pas de Quansheng en version 2, donc je n'ai même pas pu tester ces firmware. J'ai juste les retours des personnes qui ont commencé à l'utiliser et qui me disent ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc s'il y a des soucis ou ce genre de choses, ou si vous observez des comportements qui sont différents, notamment par exemple, je sais pas, tiens, le K5 Viewer il marche pas avec la version Bandscope, on l'a vu, c'est normal, donc m'envoyez pas de message. Je dis ça comme ça, voilà. Mais voilà, vous avez donc la possibilité maintenant d'avoir un firmware alternatif sur le Quansheng UV-K5 en version 2. À ma connaissance d'ailleurs, ça fait de F4 HWN le seul firmware alternatif à tourner sur les deux, et même j'ai envie de vous dire sur les 3 éditions de Quansheng K5 et du VK1 d'ailleurs. Puisque ça fonctionne maintenant donc sur la version 1, sur la version 2, et on le verra dans la suite de la vidéo. Bien sûr, mon firmware fonctionne également sur la version 3 et sur l'UVK1. Alors justement, puisqu'on parle de l'UVK1, avant de faire une petite démonstration de l'avancée justement sur le développement du firmware sur l'UVK1 et l'UVK5 en version 3, l'UVK1 a priori vient d'apparaître également sur les plateformes d'achat en ligne. Donc je surveille pas ça tous les jours, mais j'avais vu passer d'abord l'information officielle de Quansheng sur les réseaux sociaux. Ils ont annoncé le 29 octobre la sortie officielle donc, de l'UV-K1. Et donc effectivement là, si vous allez chercher Quansheng UV-K1 sur une plateforme type AliExpress, eh bien vous avez déjà au moins, je pense, 3 boutiques, les 3 premières là, qui proposent donc ce poste à la vente. Alors, je le précise comme d'habitude, on voit que là, le tarif en gros va de 51,99 € à 59,99 €. Je vais réitérer ce que je vous ai déjà expliqué, notamment au moment de la sortie du TK11. Il y a pour l'instant probablement de petits volumes qui sont à dispo. La loi de l'offre et de la demande. Peu de volume, beaucoup de demandes. Le QSJ forcément a tendance à être probablement un peu surévalué. Alors je ne sais pas du tout quel va être le tarif cible, mais je pense que quand le marché sera se sera un peu rationalisé et que beaucoup de boutiques proposeront ce poste, si ça se trouve il baissera de 10 ou 15 €. Alors pour moi, il est assez normal qu'il coûte plus cher qu'un UV-K5 version 1 ou même version 2, parce qu'on l'a vu en démontant le poste, hein, l'UV-K1 dispose tout de même d'évolutions certaines au niveau de l'électronique. C'est plus compact, c'est plus propre, vous l'avez vu avec le connecteur ZIF, etc. On sent que c'est mieux fini. Il y a aussi donc un microcontrôleur qui est plus puissant, une mémoire flash SPI externe qui est bien plus généreuse, puisque encore une fois on passe de 8 kg à 2 mégas. Donc forcément tout ça, ça a un coût et ça se répercute sur le prix du poste.
mais je ne serais pas étonné que à terme, le juste prix, entre guillemets, tourne aux alentours de peut-être d'une quarantaine d'euros dans ces eaux-là. Maintenant, c'est pas moi qui fais le prix de ce matériel. Mais voilà, c'est juste une information comme ça que je voulais vous donner. A priori, ils sont livrables sous 10 jours. Donc, faites ce que vous avez à faire si vous avez envie de récupérer ce poste. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'achat. Je ne suis pas rémunéré, hein. Je le précise quand même. Je reçois des messages de temps en temps me disant tu touches combien? Je touche rien du tout. Je le précise. Voilà, donc à vous de voir. J'ai pas fouillé par contre pour voir si un certain nombre de fournisseurs commençaient également à proposer l'UVK5 en version 3. Euh, bon, j'ai pas fouillé de ce côté-là. Bon, de toute façon, moi je suis un peu la tête dans le guidon là pour justement bosser sur cette version 3 et sur l'UVK1 à base de PY32F071. Donc voilà, je j'ai pas non plus fouillé sur toutes les boutiques. Voilà pour cette première partie. On va se retrouver donc dans une seconde partie avec une petite présentation de l'avancée des développements actuels pour donc justement l'UVK1 et l'UVK5 en version 3. Alors avant d'aller plus loin, je voulais tout de même faire une petite parenthèse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que faire de l'ingénierie inverse, du rétro-engineering sur un poste comme le Quansheng UVK1 ou le Quansheng UVK5 en version 3, les deux postes à base de PY32F071, ça nécessite un travail qui est conséquent. Je pense que 99% des utilisateurs, qui sont avant tout des consommateurs, ne se rendent pas du tout compte du travail que ça représente, mais c'est absolument gigantesque. Je vous cache pas que ces derniers jours, mes nuits sont plutôt courtes. Je m'en plains pas, j'ai l'habitude. Bon. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le travail nécessaire ne se résume pas juste à modifier le code du firmware pour faire en sorte qu'il fonctionne sur cette nouvelle architecture. Il y a également à revoir tout l'outillage qu'il y a autour, à commencer notamment par l'outil qui permet de flasher son poste. Vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo, je vous avais montré qu'il était possible de modifier le firmware d'usine du Quansheng K1 et d'injecter donc un firmware type F4HWN. C'était absolument pas fonctionnel, mais vous aviez pu voir par vous-même que le firmware avait effectivement changé. Et pour faire ça, j'avais utilisé donc un terminal, j'avais exécuté un script en Python, tout ça donc dans le terminal, donc en tapant un certain nombre de commandes qui pour beaucoup sont totalement ésotériques. Et comme je le dis souvent, pour 99% des utilisateurs, faire la même chose, ça sera assimilable à l'épreuve des poteaux dans koh Lanta. Bon, donc travailler sur ce projet, ça nécessite aussi de travailler sur les projets qu'il y a autour. À commencer donc par l'outil de flashage, mais on le verra aussi un peu plus tard, par le développement d'un nouveau driver Chirp. Et ça prend énormément de temps. Alors je vous montre un petit peu là où j'en suis, puisque j'ai cherché à simplifier aussi donc, cette étape de flashage, et j'ai donc tout simplement décidé en fait de redévelopper une autre version du VTools qui sera dédiée essentiellement aux UVK5 en version 3 et à l'UVK1. Alors comment ça se présente? Bon, donc je vous montre déjà. Ici, j'ai un Quansheng UVK1. Je vais l'allumer en mode DFU. Voilà qui est fait. La petite LED. Et il est relié sur son port USB-C. J'ai donc une nouvelle version de UVTools qui ne fonctionnera encore une fois pour l'instant, en tout cas, que pour l'UVK1 et l'UVK5 en version 3. On peut donc ici aller choisir un firmware que voici. Et ensuite, on clique sur Flash. Ça nécessite de sélectionner le port USB, voilà qui est fait. Et là, on a notre petite jauge de progression. Je vous remontre ce qui se passe ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais le poste a redémarré et il a été flashé. Voilà. Donc, en l'état, globalement, ça sera difficile de faire plus simple.
ça se passe à peu près comme sur UV Tools. Voilà, alors maintenant, cette fois-ci, pour de bon, je vous montre ce que ça donne directement sur le poste. On se reprend tout de suite. Ok, donc on se retrouve avec le Quansheng UVK1 que on a flashé à l'instant, et on va tout simplement l'allumer. Voilà. Alors bah, ça tombe bien puisque il y a actuellement un QSO en cours. Si vous prenez le temps de faire un arrêt sur image sur le premier écran qui s'affiche, vous verrez que c'est une version 4.3. Bon ben c'est un peu normal, hein. C'est une nouvelle version en cours de préparation. Mais vous verrez également que c'est une édition que j'ai appelée l'édition Fusion. Alors vous allez me dire l'édition Fusion, mais attends, il y avait déjà Broadcast, Bandscope, Rescue Ops, Basic, Game. Pourquoi une nouvelle édition? Bah, tout simplement parce que cette édition Fusion, c'est ni plus ni moins qu'une édition qui va faire la synthèse de tout ce que je vous avais proposé jusqu'à maintenant. On a plus de place, je vous l'ai déjà expliqué. On a maintenant 128 kg de mémoire flash interne avec ce PY32F071. On n'avait que 64 kg auparavant. Donc on a doublé l'espace de ce côté-là. Alors même si, je vous l'avais déjà expliqué, hein, il faut compter aussi l'espace lié au bootloader. Sur les 64 kg auparavant, le bootloader faisait 4 kg. Là, sur les 128 kg qu'on a actuellement, le bootloader en fait 10. Donc il en reste que 118 pour le firmware. Mais c'est juste une place énorme par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ce que j'ai tout simplement cherché à faire, c'est la synthèse des différentes éditions que je vous avais proposées jusqu'à maintenant. Et donc cette édition Fusion, du coup, va embarquer, alors je vais vous le montrer là, comme il y a un QSO en phonie, je vais juste l'éteindre en passant sur un canal où il ne se passe rien, pour vous montrer donc que la Broadcast FM fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. D'une façon générale, le Bandscope fonctionne également en complet, hein, bien sûr. Et puis, on peut également accéder tout simplement au casse-brique si on a envie de jouer. En complément, je ne vous le montre pas parce qu'il faut faire la manip avec les touches, mais cette version intègre également le support des fonctionnalités Rescue Ops, hein, qu'on peut activer. Donc vous appuyez sur le PTT et la touche menu par défaut et on passe en mode Rescue Ops, ce qui limite les actions possibles, le basculement dans les menus, etc. etc. Donc le poste, en fait, là il est pleinement fonctionnel, il n'y a aucun souci. Moi je fonctionne avec depuis déjà, enfin j'ai joué avec pas mal là, toute cette fin de semaine et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et donc, il embarque absolument tout. Alors, pour vous donner une petite idée, le fait de tout mettre, ça fait un firmware qui fait peut-être un peu plus de 70 kg, entre 70 et 75 kg. Il n'y a qu'une fonctionnalité là qui ne fonctionne pas encore, qui est le AirCopy. Je pense que quand j'aurai ajouté le AirCopy, on aura un firmware qui fera à peu près 75 kg. Et c'est normal, encore une fois, puisqu'il embarque absolument tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant. Donc, forcément, ça a pris un peu de poids. Mais il faut savoir que sur les 75 kg, comme on en a à peu près 118 à dispo, bah, ça laisse entre 40 et 43 kg de mémoire de libre pour des évolutions futures, ce qui est absolument gigantesque. Voilà. Donc c'est fonctionnel, ça fonctionne également sur un Quansheng UVK5 en version 3 qui se trouve ici. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est encore une fois beaucoup de boulot, notamment parce qu'il faut adapter un peu les choses. Ça a l'air d'être tout bête comme ça, mais vous voyez, les boutons ici sont horizontaux, hein, on va vers la gauche ou vers la droite, alors que sur un Quansheng UVK5 V3, c'est haut et bas, donc ça nécessite de faire des adaptations aussi sur la façon de se déplacer. Mais voilà, ce travail est en cours et il commence à vraiment prendre forme. Donc, les étapes à venir, c'est quoi ? Encore une fois, la fonctionnalité AirCopy ne fonctionne pas pour l'instant. Elle fonctionnera probablement demain. Je me laissais encore du temps pour essayer de regarder et préparer un peu la suite.
Donc il est possible que je change certaines choses liées à ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire le stockage des données dans la flash externe, les canaux mémoire notamment. Pour l'instant, il n'y a toujours que 200 canaux mémoire. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai pas l'usage d'avoir 1 millier ou 2000 canaux mémoire, je trouve ça complètement débile. Mais peut-être que je travaillerai pour essayer de proposer un peu plus d'espace de stockage. On verra. C'est pas une priorité pour moi aujourd'hui. Et bien sûr, une fois que j'aurai peut-être un peu retravaillé le mapping, la façon dont les informations sont stockées, il y aura aussi un autre challenge qui sera Chirp, parce que le support de Chirp, il va être attendu par les utilisateurs, même si perso, à titre personnel, je n'utilise pas Chirp. Si on me pose la question de savoir pourquoi, tout simplement parce que je pense que la meilleure façon d'apprendre à utiliser un poste, c'est de tout faire depuis le poste. Ça vous permet de vous balader dans les menus et de comprendre comment ça marche. Mais bien évidemment, je pense qu'à terme, il y aura un driver Chirp. Est-ce que c'est moi qui travaillerai dessus ou est-ce que Jocelyn me filera un coup de main dessus? J'en sais rien encore. Je ne suis pas sur le driver Chirp pour l'instant, mais il est fort probable qu'il y ait quelque chose dans ce sens également qui voit le jour. Voilà, maintenant, une chose est sûre, c'est que c'est plutôt très rassurant, ça fonctionne plutôt bien. Et comme je vous le disais en introduction, du coup, le firmware F4 HWN est donc disponible sur la version 1, ça on le sait. Vous l'avez maintenant sur la version 2 avec quelques légères différences, et vous l'aurez sur la version 3 ou sur l'UVK1. Et à ma connaissance, c'est le seul firmware actuellement qui a cette... cette surface de compatibilité par rapport à l'écosystème Quansheng. Alors je ne doute pas qu'un certain nombre vont s'empresser d'aller décortiquer le code pour voir comment porter leur propre firmware. C'est fort probable. D'ailleurs, ils continueront à faire probablement également du close source, voire à vous vendre des abonnements Patreon. Mais de mon côté, bien sûr, tout ça est en licence open source, licence Apache 2.0, comme auparavant. Voilà, alors tout ça pour dire que les choses avancent. Alors c'est pas encore parfaitement mature, comme peut l'être tout l'écosystème qui gravite autour du Quansheng UVK5 en version 1. Ça va prendre encore du temps. Des jours, des semaines, peut-être même des mois pour que tout soit parfaitement fonctionnel et utilisable avec la même maturité que l'on connaît encore une fois sur l'UVK5 en version 1, mais ça avance et ce que je vous avais annoncé, vous pouvez le vérifier par vous-même, ce portage est possible sur l'UVK1, ça fonctionne et ça remplit ses promesses aussi avec un firmware qui est plus développé et plus riche que tout ce qui existait jusqu'à maintenant avec les différentes éditions précédentes. Voilà les amis, j'espère avoir fait un tour le plus général possible et le plus précis possible concernant l'actualité de l'UVK1, de l'UVK5 en version 3 et de l'UVK5 en version 2 également. Je vous mettrai un certain nombre d'informations dans la description. Comme d'habitude, sous la description, vous trouverez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de week-end, un bon début de semaine pour celles et ceux qui sont encore en QRM Pro, et on se dit à la prochaine quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Allez, ciao, bye bye, 4HWN en QRT.